Mesdames, Messieurs, chers internautes, bienvenue dans votre émission 4e de couverture. Aujourd'hui, l'invité de cette émission est spécial, en ce sens où il est directeur général d'une entreprise publique, mais également il est un homme de lettres. Il a publié plusieurs ouvrages polyvalents dans le terme genre. Aujourd'hui, il a publié un ouvrage sous forme d'essai, sous forme d'enseignement, sous forme en tout cas de rappel de ce que c'est les métiers portuaires et focus sur la manutention. Monsieur Ndione, merci d'avoir accepté cette invitation. Oui, je te remercie. Je remercie les internautes et c'est avec plaisir que j'échange avec toi parce que déjà on se connaît bien. Toi aussi tu es un homme de lettres et tu défends les lettres. Exact. Nous autres qui avons cette double casquette d'acteurs publics mais également d'hommes de lettres, nous ne devons jamais perdre de vue quand même que cet ADN, voilà, cette inspiration que nous avons, nous devons la partager, n'est-ce pas, avec les lecteurs. Toujours un plaisir de partager un plateau avec vous, monsieur Ndione. Je rappelle juste que c'est pour les normes et de l'émission que je le vous vois, hein, c'est un grand frère. Alors, monsieur Ndione, vous êtes directeur général. Je rappelle que vous êtes le directeur général du Conseil sénégalais des chargeurs. Vous avez écrit cet ouvrage. Souvent, un directeur général peut ne pas être spécialiste, mais vous avez tenu quand même à y produire quelque chose. Vous êtes économiste, je le rappelle. Pourquoi vous avez choisi d'écrire sur les métiers portuaires? Oui, disons, j'ai choisi d'écrire sur les métiers portuaires pour la bonne et simple raison que j'en étais déjà à 10 ouvrages avant cette production. Et chaque fois que je faisais des cérémonies de dédicace, les acteurs portuaires et les acteurs du maritime au sens large me reprochaient souvent de n'avoir pas écrit dans le cœur de métier, notamment pour les générations futures en termes didactiques. Voilà, j'avais promis à tous ces acteurs que le 11e ou le 12e pourrait porter sur cela. Donc c'est une promesse que je tiens. Mais au-delà de ça, il y a un désir de partage. Parce que comme certains le savent, ça fait presque un quart de siècle que je gravite dans le secteur du maritime. J'ai travaillé dans une multinationale, j'ai une certaine expérience que je peux même qualifier de tronc commun, qui m'a permis d'embrasser pratiquement tous les métiers de la logistique, ce qui était déjà une sorte de pesanteur qui fait que j'avais cette envie de restituer. Les jeunes actuellement se spécialisent très tôt. Nous autres qui sommes du siècle dernier, comme je le dis souvent, nous avons la chance d'avoir été des généralistes. Exact. Voilà, face maintenant à cette spécialisation, disons précoce et à outrance, voilà, nous avions cette obligation, voilà, d'expliquer certains métiers, de restituer, pour permettre à ces jeunes qui se spécialisent très tôt d'avoir une compréhension globale de l'environnement métier. Il n'y a pas plus complexe, que le maritime et le portuaire. Donc ce besoin d'explication, de restitution vise en même temps à pacifier même les relations interprofessionnelles entre ces acteurs qui souvent n'ont pas les mêmes intérêts. En effet, c'est vrai que lorsqu'il y a trop d'intérêts, souvent il y a des conflits. Pourquoi un focus sur la manutention? Oui, ce focus sur la manutention parce que dans le cadre de ces métiers, j'ai eu à occuper quand même des fonctions parce que je explique un peu. Quand je suis sorti de l'université, c'est à la suite de tests psychotechniques d'un autre âge, tests psychotechniques qui étaient déjà même à la limite assez contraignants, des tests d'une centaine d'universitaires. Donc j'ai été choisi parmi 4. Nous étions 4, n'est-ce pas, sur les 100 qui avaient fait ces tests, pour embrasser ces métiers. Bon, je me rappelle le directeur régional de la structure de la multinationale à l'époque me disait: jeune homme, on t'envoie à la manutention parce que les tests psychotechniques ont montré
que vous avez des capacités physiques et intellectuelles pour résister à un environnement hostile. C'est ce qu'il me disait. Bon, donc, dès les premiers jours, déjà, j'étais tellement bien habillé, sortant de l'université, costume, cravate. Bon, après 2-3 jours, j'ai dû même changer de garde-robe parce que je me suis dit, ça, c'est un métier vraiment assez contraignant. Donc, très tôt, on m'a mis le pied à l'étrier. J'étais, dans un premier temps, chargé de l'exploitation des navires, General Cargo Conteneur. Par la suite, j'étais patron du terminal à conteneurs avant d'être toujours dans le cœur métier manutention, chargé du département qui s'occupait de la manutention. Donc, une bonne partie de mon cursus professionnel, je l'ai consacré à la manutention, même si à la fin, j'ai eu à m'occuper de la logistique, du transport international, de ce qu'on appelait dans nos jargons transport intramuros. Mais également, j'ai eu même à occuper d'autres fonctions un peu moins, disons, contraignantes, parce que vers la fin, j'étais chargé de la recherche, du développement et de la stratégie au niveau de cette structure, avant de finir comme, disons, secrétaire général d'une organisation qui regroupait l'ensemble, pratiquement la plupart des professionnels portuaires, n'est-ce pas, le SATS. Et c'est de là que le chef de l'État m'a nommé DG du COSEP. Donc, focus sur la manutention, parce que déjà, c'est ce que je connais le mieux dans le métier, mais par manutention, on entend logistique portuaire. Mais l'autre aspect, cette position de manutentionnaire, d'entreprise de manutention, constituait une sorte de voie obligée pour tous les autres acteurs portuaires. L'armateur, transporteur maritime, a besoin de ce manutentionnaire. Le chargeur, donneur d'ordre, n'est-ce pas, client de l'armateur, a besoin du manutentionnaire. La douane travaille avec la manutention. L'autorité portuaire travaille avec la manutention. Le transitaire travaille avec la manutention. Les experts maritimes travaillent avec la manutention. Parce que le manutentionnaire joue un rôle clé dans le dispositif, parce qu'une fois que la marchandise est déchargée, c'est le manutentionnaire qui a la garde de la marchandise et qui doit faire le reste conformément aux obligations légales et réglementaires, mais également conformément aux instructions de ces différents donneurs d'ordre. Donc, quelque part, c'était une position privilégiée pour observer l'intégralité des métiers, mais également travailler dans le cadre de la légalité, le respect des textes, mais surtout dans le cadre d'une recherche perpétuelle d'efficience dans ce que nous étions en train de faire. Parce que time is money, comme disent les Anglais. Quand on perd du temps, on perd de l'argent. Et l'entreprise de manutention doit travailler avec efficience pour disséminer cette efficience au niveau des autres secteurs. Justement, aujourd'hui, dans ce sens-là, comment se porte, en tout cas, je parle toujours dans le domaine de la manutention, comment se porte aujourd'hui le port autonome de Dakar? Oui, le port autonome de Dakar, déjà, est une autorité. Quand on dit port autonome de Dakar, on pense Société nationale. SNPAD. Donc, c'est une autorité. Souvent, les opérations sont déléguées, sont transférées au niveau des acteurs privés, sous forme d'agrément, sous la supervision de l'autorité portuaire. Donc, l'autorité portuaire joue un rôle d'arbitre en réalité, entre les différents acteurs qui occupent, qui font le boulot de manutentionnaire, de transitaire, etc. Même ces métiers sont soumis à agrément, et au niveau même des commissions d'agrément, au-delà de l'autorité portuaire, les autres structures privées et publiques font partie des commissions d'agrément. Donc globalement, le port de Dakar se porte bien, l'autorité portuaire joue son rôle, les acteurs jouent leur rôle. Mais quand on parle du port de Dakar, n'oublions pas que c'est un port dont la pose de la première pierre date de 1853, à l'époque de la colonisation. En temps, il y a eu un travail qui s'est fait pour étendre le port, n'est-ce pas, depuis les indépendances. Il n'y avait pas le terminal à conteneurs, maintenant il y en a. Dubaï Port n'était pas là, déjà ils sont là, etc. Sans compter les autres schémas de concession. Donc, c'est ça le port de Dakar. Maintenant, par rapport à la perspective, aujourd'hui, l'enjeu, il y a le port de Ndayane, voilà, qui va plus ou moins être un fleuron dans la sous-région avec des tirandos de 18 mètres, de moins de 18 mètres, qui vont permettre aux plus gros navires du monde d'accoster directement au port de Dakar. Il y a en cours le projet de Bargny qui est en cours, sans compter les ports secondaires à l'échelle nationale. Ça veut dire qu'actuellement, nous assistons à la fermeture progressive
de la page de la colonisation pour aller un peu plus, conformément à la vision du chef de l'État, vers les projets portuaires structurants qui vont changer radicalement le visage portuaire du Sénégal. Ce qui justifie, ce qui est une raison supplémentaire pour très tôt expliquer les métiers, pour permettre à ces jeunes qui veulent demain être des acteurs sous forme de travailleurs ou bien même de porteurs de projets au niveau de ces ports, de savoir à peu près n'est-ce pas, les différents créneaux. Le port de Dakar se porte bien, mais n'oublions pas que l'avenir portuaire du Sénégal, tel que dessiné dans le cadre global du PSE, mais également des différentes politiques sectorielles, l'avenir du portuaire du Sénégal n'est pas forcément à Dakar, mais cet avenir est entre Ndayane, entre Bargny, et également au niveau des ports secondaires, que ce soit les ports de Foundiougne, d'Ahonga, le port de Kaolack, le port de Ziguinchor, qui déjà fait des records énormes. Exact. Et sous ce rapport, quand même, je peux dire qu'il est important que les acteurs sachent où est-ce qu'on va. Justement, lorsque l'on parle de port, on pense au commerce international, on pense à l'import-export. Aujourd'hui, nous avons vu que certes, il y a des améliorations. Si nous prenons par exemple le cas de l'anacarde, les métiers de manutention, moi qui suis en train de faire des recherches là-dessus, je me suis rendu compte qu'il y a tout un métier là-dessus, tout un métier derrière, tout un travail extraordinaire qui se fait derrière. Vous êtes en même temps, il faut le rappeler, le directeur général du Conseil sénégalais des chargeurs. Dans ce circuit, quelle est la mission qui vous est donnée? Oui, le COSEC, Conseil sénégalais des chargeurs, est un établissement public à caractère professionnel, dont la mission essentielle consiste à défendre les intérêts des importateurs et exportateurs, mais également d'accompagner l'État dans sa politique portuaire, dans sa politique logistique même, je peux même dire. Le COSEC fédère les chargeurs. Le COSEC existe parce qu'il y a des Sénégalaises et des Sénégalais qui sont dans l'import-export. Et je disais même au DG du port que ton premier client, c'est le COSEC, parce que c'est nous qui regroupons ce qu'on appelle le donneur d'ordre, qui est le chargeur. Notre mission, globalement, consiste à faciliter les choses. Si je vous disais que le système Gaïndé, aujourd'hui, qui fait la fierté du Sénégal, a été financé lors de sa mise en place par le COSEC, pour partie. Si je vous disais que aujourd'hui, le COSEC a participé à plusieurs travaux. Aujourd'hui, les 14 chambres consulaires du Sénégal, les chambres de métiers et les chambres de commerce reçoivent des subventions du COSEC. Si je vous disais qu'il y a des sièges de chambres de commerce qui ont été, lesquels sièges construits par le COSEC. Donc le COSEC joue un rôle en amont, durant et en aval, n'est-ce pas, de tout le processus qui mène vers l'exportation ou bien même vers l'importation de nos produits. Aujourd'hui, aucune marchandise ne peut venir au Sénégal s'il n'a pas levé ce qu'on appelle le BSC. Le BSC, c'est le bordereau de suivi cargaison. Ça, c'est une obligation légale et réglementaire. Et souvent, je dis que la première structure qui reçoit l'information par rapport à la marchandise qui vient au Sénégal, c'est le COSEC. Parce que ce BSC est levé avant embarquement au niveau du port d'origine. Donc le COSEC est à la croisée des chemins. Vis-à-vis des armateurs également, transporteurs maritimes qui sont des multinationales à l'échelle planétaire, le COSEC joue un peu le rôle de tampon, notamment pour éviter demain que les gens ne nous facturent des choses qui ne soient pas normales. Donc il y a une fonction veille qui fait que nous travaillons avec les autres conseils de chargeurs africains pour veiller à ce que l'Afrique sauvegarde ses intérêts. L'Afrique n'est pas un continent où il y a de grands armateurs. L'Afrique subit souvent même des conséquences ou bien des desiderata venant des autres pays. Si l'Afrique n'est pas organisée pour négocier, pour participer aux négociations, ce n'est pas une bonne chose. Il m'est arrivé en tant que DG du COSEC d'être coopté par le ministère du Commerce dans le cadre de négociations au niveau de l'OMC sur des sujets qui intéressaient toute l'Afrique. Donc le conseil de chargeurs joue un rôle important dans la défense des intérêts des importateurs et exportateurs, mais également un rôle important dans la mise en œuvre des politiques publiques, n'est-ce pas, notamment par des investissements au niveau des différentes. Aujourd'hui, si je prends l'exemple de l'anacarde, qu'est-ce qui s'est passé? C'est dans le cadre d'une visite au port de Ziguinchor que j'avais constaté que le ministère du Commerce de l'époque avait plus ou moins pris un arrêté interdisant le transport terrestre de cette noix d'anacarde.
Et ce transport devait se faire par voie maritime à partir du port de Ziguinchor. Quand le COSEC a eu cette information, rapidement on s'est organisé. J'ai convoqué tous les armateurs, notamment les armateurs porte-conteneurs. J'ai convoqué les opérateurs économiques de Ziguinchor. Et je leur ai, le COSEC étant actionnaire de Cosama qui fait le transport sous forme de cabotage, j'ai convoqué Cosama, j'ai dit on va le faire. Cosama peut sortir la cargaison à partir du port de Ziguinchor pour l'amener au port international de Dakar, à partir de quel port vous pourrez amener la marchandise où vous voulez. On a travaillé sur des bases très claires, très saines. À un moment donné même, j'ai dit aux armateurs, c'est un transport interne et nous avons la priorité de faire ce transport interne Ziguinchor-Dakar. Donc on a positionné Cosama qui a pu faire 32 000 tonnes la première année, c'est-à-dire 2018, et 55 000 tonnes, 56 000 tonnes la deuxième année. Et quand je dis 56 000 tonnes en 2019, en 2017, il n'y avait que 56 tonnes. On l'a multiplié par 1000. Et cette année qui est une année Covid, avec toutes les contraintes, on a encore réuni les acteurs. Et au moment où je vous parle, nous sommes déjà à 28 000 tonnes, déjà sorties du port de Ziguinchor. Dans un contexte Covid, déjà, c'est pas mal. C'est excellent. S'il n'y avait pas le COSEC, parce que quand je dis s'il n'y avait pas, parce qu'il y a eu, il fallait lever des goulots d'étranglement. Je donne un exemple très simple. À l'époque, j'ai même écrit au DG des douanes pour lui demander des facilitations par rapport au statut du conteneur qui sort de Ziguinchor et qui vient directement dans un terminal international, terminal Dubaï Port, pour être embarqué. Il y avait une discussion sémantique sur ce statut du conteneur. Je leur avais dit que ce conteneur est un transbordement, puisqu'il quitte un port intérieur du Sénégal pour venir dans un autre port du Sénégal. Il est en régime transbordement. On a discuté avec la douane qui nous a compris et la DG des douanes de l'époque avait même fait une directive pour dire que ce conteneur qui quitte Ziguinchor, qui arrive à Dakar, devait juste faire l'objet d'une déclaration simple sous forme de déclaration en transbordement. La conséquence de ceci, c'était une réduction drastique des coûts liés à cette opération. En effet. Voilà, à l'époque, bon an, mal an, on a plus ou moins économisé, fait économiser 100 000 francs par conteneur pour les opérateurs de la région. Et ça s'est fait parce que le COSEC a fait le plaidoyer au niveau de la douane, qui nous a compris, au niveau de DP World, au niveau des différents acteurs, pour en arriver là. Justement, là je vais y rebondir parce que souvent, en tout cas ceux qui sont dans le milieu du commerce import-export, aujourd'hui je suis le porte-parole, je vais défendre le cause que je peux. Ne serait-ce que pour que le Sénégalais lui-même, qui est dans le milieu des affaires, puisque vous, et ça, vous êtes honoré de le dire souvent, vous êtes là pour servir les Sénégalais. Souvent, il y a un problème, c'est-à-dire le statut juridique de la manutention aujourd'hui. Parfois, ceux qui sont dans les milieux, rencontrent des difficultés liées à ces statuts juridiques-là. N'y a-t-il pas raison de faire évoluer les choses, d'alléger en tout cas certaines contraintes juridiques pour qu'au moins le Sénégal, de façon générale, puisse davantage exporter et importer? Oui, effectivement, il y a un travail qui est en cours. Bon, parce que moi, j'estime que toute œuvre humaine doit faire l'objet d'amélioration continue. Exact. Parce que ce qui est valable en 1960 peut ne pas l'être 40 ans plus tard. Donc, ce processus d'amélioration continue au niveau des textes réglementaires est nécessaire et vital. Je crois, dans le siècle dernier, déjà, souvent je le dis, quand je dis siècle dernier, c'est 1999, y compris. À l'époque, au niveau du port de Dakar, il n'y avait pas de grue Gottwald, de grue terrestre. Je me rappelle la première grue terrestre, parce que les navires sont des navires gréés qui ont leur propre grue, etc. Bon, les navires non gréés ne pouvaient pas venir à Dakar. Quand il s'est agi d'investir pour une première grue terrestre, à l'époque, ça a révolutionné plus ou moins. Aujourd'hui, il y a les portiques, il y a tout. Et de plus en plus, les pays à l'échelle mondiale vont envoyer des schémas de concession. La concession, c'est quoi? Les États disent aux entreprises à l'échelle mondiale, venez construire nos ports, venez investir pour rendre nos ports performants. Nous vous donnons ces ports en concession pendant 20 ans, 25 ans, le temps que nous récupérions ce patrimoine. Et pendant ce temps, il y a toute une organisation à mettre en place pour que nous, États, nous puissions jouer le rôle d'arbitre dans la facilitation des relations entre tout le monde. Aujourd'hui, ces concessions sont irréversibles à travers le monde.
Même en Europe, j'ai vu même des bâtiments publics, voilà, des prisons et autres, faire l'objet de concessions. Voilà, donc c'est une tendance mondiale. On n'en est pas encore là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les relations, effectivement, dans les statuts juridiques des différentes structures, dans les cahiers de charges, voilà. Pour régir les relations entre les différentes structures, il va falloir être très vigilant. Je sais qu'au niveau du Sénégal, les gens sont très vigilants. Au niveau du port autonome de Dakar, c'est des choses qui sont suivies à la lettre. Mais toujours est-il qu'en termes de communication, il faut que les acteurs puissent donner leur avis en amont pour que ces avis puissent être pris en charge, pour éviter demain qu'il y ait de faux frais, pour éviter demain qu'il y ait des choses qui ne soient pas dans l'intérêt des opérateurs économiques. Sous ce rapport quand même, au Sénégal, moi-même qui connais un peu ce qui se passe en Afrique et à travers le monde, il y a une veille permanente pour éviter demain qu'on en arrive à des faux frais. Au niveau du COSEC, même quand je suis arrivé, il y a une étude qu'on a eu à finaliser avec tous les acteurs. Quand je dis avec tous les acteurs, il y avait le port, la douane, les opérateurs économiques, le privé, pour aboutir à un document qu'on appelle, qui analysait tous les frais liés à l'opération d'importation et d'exportation. Voilà, on a analysé les frais, les faux frais, et ce document déjà était en train d'être exécuté, n'est-ce pas, par le ministère en charge du commerce, mais également par le ministère en charge de l'économie maritime. Parce que les tarifs, parce que souvent le Sénégalais, ce qu'il voit d'abord, c'est combien je paye, voilà, à combien, voilà, etc. Les tarifs, il y a une procédure de simplification qui est en cours, mais dans la simplification, l'État veille toujours à ce qu'il n'y ait pas de faux frais qui passent entre les mailles des filets. Et je sais qu'au niveau du ministère du Commerce, voilà, c'est en vue. Parce que dans le commerce mondial, il y a un double souci de réduction des coûts liés aux opérations, mais aussi de simplification. Voilà, parce que quand on a une tarification avec beaucoup de codification ou bien beaucoup de détails, ça peut fausser la chose. Demain, l'opérateur qui va dans un pays, ce qui l'intéresse, c'est combien paye le conteneur. Voilà, au-delà des considérations marchandises, des complications, parce que c'est ça qui facilite la compréhension à l'échelle universelle. Voilà. Maintenant, l'État jouera toujours son rôle, disons, de péréquation. Parce que combien paye le conteneur? Si c'est un conteneur bourré de diamants, ou si c'est un conteneur bourré de sacs de riz, l'État joue son rôle de régulateur pour toujours avoir en tête le panier de la ménagère, parce qu'un conteneur bourré de diamants ne doit pas pouvoir payer la même chose qu'un conteneur rempli de riz. Donc vous voyez un peu, c'est un travail qui est fait, qui continue à se faire, et sous ce rapport, le Conseil des chargeurs joue un rôle déterminant. Mais en général, voilà, les relations internationales sont régies par des intérêts entre États, et les États africains, globalement, essayent de se regrouper pour parler le même langage. Parce que, je donne un exemple, on va vers la zone libre-échange continentale, qui va unifier beaucoup de choses. Donc si nous ne parlons pas le même langage, ça va être compliqué. Voilà, cette capacité de négociation par rapport aux multinationales, par rapport aux organisations internationales, c'est cette capacité de négociation que l'Afrique doit davantage développer. Au Sénégal, nous sommes dans cette direction, n'est-ce pas? Et souvent même nos autres collègues africains également comprennent un peu l'expertise du Sénégal, et quand même, sous ce rapport, les choses se passent bien. Aujourd'hui, à l'ère de la technologie, l'ère du numérique, quelles sont les différentes formes de manutention portuaire? Oui, les différentes formes de manutention d'un point de vue basique ne changent pas le cœur de métier. Tout dépend du type de navire. Voilà, un navire porte-conteneur demeure un navire porte-conteneur. Mais l'évolution des navires porte-conteneurs a été tellement fulgurante que la façon dont on manutentionnait le porte-conteneur dans les années 70 n'est plus la même. Aujourd'hui, vous allez au Japon et même au Sénégal ici, il y a des grues qui te prennent 4 conteneurs d'un seul coup. Les portiques avec des spreaders twin lift qui peuvent... Parce que l'enjeu, c'est d'aller plus vite et avec toute la sécurité requise. Donc, il y a la manutention des navires conteneurs qui est, disons, la manutention la plus en vue, parce que l'essentiel des marchandises passe maintenant par les conteneurs. Et à côté de ça, il y a toujours le classique, le General Cargo, un navire qui amène des marchandises diverses et manutentionné en fonction des types d'équipements. Et à ce niveau, les équipements deviennent de plus en plus sophistiqués. Voilà, débarquer du vrac, par exemple,
il y a plusieurs options. Tu peux prendre ce qu'on appelle les crapauds, les bennes preneuses, avec tous les risques de déperdition, mais il y a des aspirateurs à grains. Aujourd'hui, les gens de plus en plus raisonnent même sur une intégration terrestre entre les zones de production, de transformation et les ports. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un exportateur de blé s'organise pour partir à partir de ces magasins qui sont vers le port, faire passer ce blé vers des aspirateurs qui vont directement déverser au niveau des cales des navires. Vous voyez, donc, exact. On ne manutentionne plus de la même façon. Il y a toujours aussi les ro-ro. Les ro-ro, c'est les navires roll-on, roll-off, comme on dit, qui ont une rampe qu'ils mettent à terre pour pouvoir faire une manutention horizontale. Et ces ro-ro transportent le plus souvent des véhicules. Voilà. Mais dans la manutention des ro-ro, si vous allez au Japon, à l'époque et jusqu'à présent, ils sont toujours dans des schémas logistiques just at time. C'est-à-dire qu'avant que le ro-ro japonais n'arrive, les gens s'arrangent pour que les 1000 véhicules que ce navire doit prendre soient déjà sur les quais et tout est calibré avec les zones de production. Pour que, au moment où ces navires vont inonder le marché, qu'ils réduisent le coût unitaire de ce véhicule en termes de charges liées à ce véhicule, qu'ils réduisent ce coût au niveau le plus bas possible. Et c'est ça qui a fait que les Occidentaux n'ont pas vu venir, disons, l'explosion des navires made in Japan ou bien made in Korea en Afrique. Parce que les Asiatiques ont pu réduire dans leur organisation logistique les coûts unitaires de ces véhicules. Moi, j'ai discuté avec quelqu'un qui travaille dans l'industrie automobile, il m'a dit, nous, on ne pensait pas que les Africains allaient que par exemple, telle marque de véhicule 4x4 ou etc. allait inonder l'Afrique. Donc on ne manutentionne plus le ro-ro de la même façon. Le tanker également, les navires qui amènent des vracs liquides ou gazeux ne sont plus manutentionnés de la même façon. N'est-ce pas? C'est la sophistication à outrance et cette sophistication n'est pas prête à s'arrêter. Donc d'où l'importance qu'il y a à se mettre aux normes, à aller vers des schémas d'investissement qui incluent le privé, parce qu'il appartient au privé de faire le business, ce n'est pas aux États de faire le business. Exactement. Ceci étant compris, le reste maintenant, c'est de se remettre en cause périodiquement. On n'est pas encore à l'époque où on charge les conteneurs par télécommande, mais il faut se dire qu'un jour ça peut arriver. Je me rappelle quand la première grue Gottwald est arrivée au Sénégal, c'était vers les années 97-98. Je discutais avec un vieux docker qui, voyant cette nouvelle technologie, était impressionné. Il disait, Toubabdal, vraiment, bon, les blancs là, ils sont vraiment spéciaux. Il était impressionné. Je le taquinais en lui disant, ça vous impressionne, mais nous, dans 30-40 ans, il se pourrait même que les gens chargent des conteneurs avec une télécommande et ça va être un peu plus compliqué. Le vieux m'a dit, je dis bon. Donc c'est pour dire simplement que la façon dont on manutentionne est intimement liée aux travaux en termes de recherche-développement. Aujourd'hui, les Asiatiques, les Occidentaux réfléchissent toujours sur comment faire de sorte que les navires passent le moins de temps possible sur les quais. Comment faire de sorte qu'on décharge les navires le plus tôt possible. Comment faire pour gagner du temps. Parce que quand tu gagnes du temps, tu gagnes de l'argent. En effet. Voilà, la notion de temps, tout est là. Et le manutentionnaire, les acteurs logistiques utilisent même des nouvelles technologies pour aller plus vite. Au niveau du COSEC, par exemple, quand je suis arrivé, j'ai développé la dématérialisation. Aujourd'hui, un acteur sénégalais il peut faire toutes ces formalités en restant chez lui. Il se connecte, il lève son BSC, il peut même faire le paiement électronique des prestations depuis chez lui. Il scanne les documents, il nous les envoie. Ça, on l'avait fait avant la Covid. On était déjà à 70% d'opérateurs qui l'utilisaient. Après durant la Covid, on l'a accéléré et je pense qu'on ne doit pas être loin des 80% d'opérateurs qui l'utilisent. Donc, de plus en plus, les Sénégalais doivent savoir que le monde évolue, ça va vite et nous devons tous épouser les nouvelles technologies. Nous devons faire de sorte que ces nouvelles technologies entrent dans nos mœurs, maintenant tout en gardant quand même voilà, le trait fond qui fait que nous sommes d'abord des Africains, nous sommes d'abord des croyants, nous sommes d'abord des humains.
Véritable leçon magistrale de M. Mamadou Ndione, directeur général du COSEC, auteur de l'ouvrage Maître portuaire et focus sur la manutention. Comme vous l'avez suivi, tout est une question de recherche, tout est une question d'endurance et de perspicacité. En tout cas, c'est un plaisir d'avoir partagé avec vous ce plateau. Je suis convaincu que ceux qui nous suivent également le sont, d'autant plus que ce genre de plateau, en tout cas, on ne le voit pas tous les jours. Il faudrait que les gens s'habituent à discuter, à changer sur les formes, sur les fonds de certains métiers, de certaines activités, au lieu souvent de nous attarder parfois sur ce que j'appelle souvent des peccadilles sociales. Merci beaucoup en tout cas. C'est moi qui te remercie. C'est un plaisir de partager avec vous ce plateau. Voilà, je remercie les internautes, je remercie les éditions Harmattan. Et quand même, je tenais à insister pour demander à tous les intellectuels, à tous les travailleurs, tous les cadres de ce pays, d'écrire dans leur cœur de métier. Ils ont les éditions L'Harmattan pour faire sortir ces documents. Parce que notre pays est dans une phase de réorientation stratégique de ses enseignements vers beaucoup plus de technique et vers beaucoup plus de profession, de professionnalisme. Donc nous devons davantage accompagner ce changement. Aujourd'hui, de plus en plus, c'est les professionnels qui donnent des cours dans les écoles de formation. Parce que c'est les professionnels qui ont cette chance. Exact. Moi, par exemple, quand j'étais dans le privé, à mes heures gagnées, comme je les appelle, je donnais même des cours à l'école des douanes, voilà, pour aider un peu les auxiliaires de douane à comprendre un peu, les auxiliaires des métiers portuaires à comprendre un peu les mutations. Et il est important que nos cadres, que nos intellectuels écrivent dans leur cœur de métier. Et je profite même de l'occasion pour lancer un appel aux éditions L'Harmattan de créer une collection métier. Bon, ça, je vous donne l'idée. Et pour pousser les gens à écrire, parce que le Sénégal est en tournant décisif, n'est-ce pas, dans le changement de paradigme dans les enseignements. Donc, le dernier mot, c'est pour toi, c'est pour te remercier et pour tout le travail que tu fais au service des lettres, au sens large du terme. La dernière fois, tu as assisté, tu as même fait une lecture critique, n'est-ce pas, des deux œuvres que j'avais sorties simultanément. Exactement. Esquisse de certitude, qui est une œuvre philosophique, et Émerveillement, qui était une œuvre poétique. Donc aujourd'hui, ce livre est moins poétique, voilà, que ces deux autres. C'est un livre moins philosophique, certes, mais c'est un livre qui est bon pour les jeunes et les personnes âgées qui sont dans le métier ou qui aspirent à ce métier. Donc je tenais à te remercier, à remercier tout le monde et à leur dire quand même, ce livre est leur livre. Voilà, c'est un livre également qui aide, voilà, à comprendre toute la complexité du métier. Mais complexité que j'ai essayé de traduire de façon très simple. Voilà. C'est important. Je n'ai plus rien à dire après l'explication et la belle prestation faite par notre invité du jour. Madame, Messieurs, chers internautes, merci d'avoir suivi cette émission et à la prochaine.